Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Jour 26 de compétition pour ce Vendée Globe. Et là, on est vraiment dans les mers du Sud depuis hier. Si certains avaient encore des doutes, si certains ne pensaient pas qu'ils étaient encore dans leur Vendée Globe, je pense que depuis hier, ils ont compris ce que c'était vraiment le Vendée Globe, que ça soit à l'avant ou à l'arrière de la flotte, à part, je dirais, Salbo Verès. Même Jin Kunshu commence à attaquer quand même des zones un petit peu plus difficiles à partir de maintenant. Eh bien, c'est voilà, c'est le vrai Vendée Globe avec un Charlie Dalin impressionnant. Encore une fois, des fichiers météo qui sont pas toujours hyper fiables et une course qui commence. Voilà, l'élastique commence à se tendre à l'avant de la course et on va voir si dans les jours à venir ça va se resserrer, mais c'est pas si sûr pour le moment parce que Charlie Dalin s'en sort bien du côté de son option. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, ça me permet de me soutenir parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification ou sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par la plateforme, c'est-à-dire YouTube. Et puis le deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Vous pouvez faire un super fan seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie. On commence tout de suite avec ce Vendée Globe et cette météo qui reste un peu sur le même schéma, c'est-à-dire toujours ces dépressions du mer du Sud, mais avec des situations qui ont évolué. Pourquoi ? Charlie Dalin va vite, mais Charlie Dalin va quand même être attrapé par cette dépression et risque de se retrouver quand même dans du vent fort, même s'il va avoir quand même du vent qui est moins fort que s'il avait été rattrapé hier. Ça risque quand même d'être compliqué par contre pour Sébastien Simon, comme vous voyez, dans les prochaines heures de cette dépression qui va, hop là, s'écarter. Derrière, pour la voie nord, il va pas falloir tomber dans la molle. Hop, la molle qui est ici. Dans laquelle sont Jérémy Bayou notamment et Nicolas Lunven. Cette zone de molle qu'essaye d'éviter Bestaven, Paul Meillat et Sam Goodchild. Et bien cette zone de molle qui va continuer à avancer, notamment sur Johan Richaume et sur Thomas Ruyant, donc qui vont être obligés de descendre un peu plus sud, je pense, dans les heures à venir pour éviter cette zone de molle et pour éviter d'être empêtré dedans. Par contre, derrière, vous voyez que Nicolas Luven, Jérémy Bayou devraient réavoir du vent. Pareil pour le groupe Paul Meillat, Bestaven et Sam Goodchild, mais qui vont quand même perdre du temps par rapport à la flotte de tête. Derrière, on retrouve le groupe avec Samantha Davis, avec Boris Herman, voilà. Eux, ils sont pas très loin. Ils sont passés les îles Crozet, je crois. Vous n'étiez pas loin d'y passer avec Justine Métro. J'ai perdu Justine Métro. Ouais, Justine Métro, elle est là. Donc voilà, les îles Crozet. Hop, c'est là, avec l'île aux cochons notamment. Et là, vous voyez que pour ces concurrents-là, dans les heures à venir, eh bien, le vent va se renforcer un petit peu. Mais eux aussi, ils vont devoir jouer avec cette zone de molle. Et surtout la dépression qui va suivre, et la dépression qui va être impressionnante parce qu'elle continue de se renforcer, cette dépression-là, qui va tomber sur Dutreux, sur Athanasio, aussi sur Pip Air qui essaie de descendre plus sud, qui va tomber également sur Damien Seguin qui est très nord. Cette dépression-là, elle va être très forte pour ces concurrents-là. C'est la fameuse dépression que subissent en ce moment les bateaux à dérive et Isabelle Diochke, Alan Roura notamment, et Giancarlo Pedoté. Vous voyez cette grosse dépression avec deux options. Une voie nord, voie qui est plus sécure, on va dire, et une voie sud, plus musclée, mais plus courte aussi. Donc ça, c'est la dépression actuellement qui va les occuper pendant les 24 prochaines heures. Et ensuite, ça sera un petit peu plus facile. Il y aura 24 heures de pause, enfin de pause active, parce que vous voyez, il y aura quand même pas mal de vent. Il faudra faire attention quand même pour les bateaux les plus au nord de ne pas rentrer dans une zone de molle où il pourrait être bloqué. Et ensuite, derrière, ça va réaccélérer. Dans une trentaine d'heures, on aura de nouveau du vent avec la dépression suivante qui arrivera. Dépression qui occupe pour le moment
plutôt Manuel Cousin, Dennis Vandenberg et Jin Kun-Chiu. Voilà, c'est cette dépression-là, mais qui va suivre. En fait, c'est quasiment 2 dépressions à coller. Et puis pour Salbo Jverez, bah là en ce moment, il est dans du mou et il va rester dans pas mal de mou avant de récupérer une dépression dans une petite journée. Cette dépression-là qui devrait lui l'envoyer dans les mers du Sud. Ça va être son objectif de tenir cette dépression le plus longtemps possible pour aller enfin dans les mers du Sud pour le concurrent hongrois. Les dernières infos de la journée, eh bien, on va commencer avec Johan Richomme. Johan Richomme qui est dans de la mer tonique, dans des conditions costauds, notamment au niveau de la mer. Hein, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des creux, mais vous voyez que là, il y a quasiment 7 mètres de mer pour Johan Richomme, donc il est dans les conditions qui sont les pires avec Thomas Ruyant. Derrière, il y a aussi pas mal de mer, notamment pour Dennis Vandenberg, des conditions qui sont toniques. C'est un peu plus calme, je dirais, pour Antoine Kornik et pour cette dépression-là, mais il y a quand même pas mal de mer à l'avant. Et donc, Johan Richomme qui a cassé quelques poulies sur son bateau. Bon, il disait que c'était rien de grave, hein, mais voilà, il faudra réparer dès qu'il y aura un petit peu de calme, de zone de calme pour lui. Donc voilà, Johan Richomme, quelques petits problèmes sur ses poulies qui ont légèrement cassé. On passe désormais à Clarisse Kremer. Pourquoi Clémence? C'est Clarisse Kremer, voilà, qui a montré notamment il y a quelques jours sa réserve à Pamplemousse. Clarisse Kremer qui hier donc, a eu un problème de foil, qui a réparé hier dans la nuit de mercredi à jeudi. On va y arriver. Mais Clarisse Kremer qui a fait une réparation qui pour le moment est provisoire. Et la grande question est de savoir maintenant comment faire pour réparer ce foil qui n'est plus réglable. Est-ce qu'on peut le réparer? Donc c'est en réflexion avec son équipe technique à terre pour savoir comment faire, notamment l'équipe technique avec Alex Thompson, hein, pour savoir comment faire pour réparer ce foil. Trouver une solution pour Clarisse Kremer parce que forcément ça va l'handicaper dans certaines conditions de mer où elle se retrouvera un petit peu en difficulté. Donc ça va être la question dans les heures à venir pour Clarisse Kremer. On poursuit, on descend un petit peu dans le classement avec les bateaux à dérive. Et dans ces bateaux à dérive, vous avez Benjamin Ferré. Benjamin Ferré qui a fait un départ à l'Abaté, enfin qui s'est retrouvé même complètement couché, c'est ce qu'il a dit. En fait, il a eu une casse de sa gaine de safran, enfin de la gaine qui retient le safran. Donc je rappelle comment le safran c'est la pièce qui permet de faire tourner le bateau, ce qui fait que comme la gaine a cassé, le safran s'est relevé directement, donc c'est-à-dire que le bateau n'était plus contrôlable, il n'y avait plus de safran qui pouvait contrôler le bateau, donc forcément bateau incontrôlable, il s'est couché. Heureusement dans son malheur, Benjamin Ferré a un système qui fait que quand le bateau se couche, eh bien le safran se remet automatiquement dans l'eau. Ce qui fait que le bateau a rebasculé et n'est pas resté trop longtemps dans l'eau et qu'il n'y a pas eu de dégâts, il semblerait, dans la remontée du bateau. Parce que parfois, quand vous faites ça, vous pouvez casser des lattes de grand voile. Donc c'est des lattes qui permettent de relier la grand voile au mât, qui permettent aussi de régler parfois un petit peu. Donc vous pouvez casser des lattes de grand voile dans le genre de situation. Donc voilà, il a évité le pire, Benjamin Ferré, mais forcément ça a été 2-3 heures où il a fallu ranger un petit peu le bateau, vérifier que tout allait bien dans une mer un petit peu déchaînée, puis se remettre en mode course. Donc ça lui a coûté forcément un petit peu de temps à Benjamin Ferré. Aussi du côté de Benjamin Ferré, hier je vous ai indiqué qu'il avait un record de vitesse sur 30 minutes. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus que ça. Pour tout vous dire, j'ai juste dit qu'il avait un record de vitesse parce que j'avais des doutes. Pour le moment, ça fait un peu moins de 24 heures. Ça fait ici à peu près 24 heures qu'il a ce record de vitesse. Ce record de vitesse n'a toujours pas été annulé. Il est toujours en tête avec donc 32 nœuds 68. Donc soit il s'est retrouvé dans une risée de vent en étant surtoilé, ce qui pourrait être une raison, ce qui fait qu'il a bombardé à ce moment-là avec 32 nœuds. Mais voilà, pendant 30 minutes, bon. Pour l'instant, c'est le record, ou soit il y a un petit problème sur les capteurs du côté de Benjamin Ferré. Mais voilà, il s'est retrouvé à 32 nœuds 68, c'est toujours le record pour le moment
parce que dans les commentaires on avait un petit doute. Moi j'ai aussi un petit doute parce que Pip Air a bien dit qu'elle avait battu son record de vitesse, donc à 39 nœuds, et pourtant sa moyenne sur 30 minutes n'est que à 25,57. Donc je me dis 39 nœuds, 25,57, ça fait quasiment 13-14 nœuds d'écart par rapport à son pic. Je me dis peut-être que sa moyenne de vitesse sur 30 minutes est peut-être un peu basse pour elle. Mais pour le moment, elle est toujours notifiée à 25 nœuds 57. Donc voilà pour Benjamin Ferré avec cette situation un petit peu scabreuse qu'il a connue dans la journée. Et puis on termine avec Eric Bellion et on terminera avec Louis Burton. Du côté d'Eric Bellion, hop là, et bien Eric Bellion qui lui doit faire la course pour au niveau de la dépression, pour pas se retrouver trop dans de la zone de molle non plus, et bien Eric Bellion a cassé son Genaker dans une condition de mer qui était difficile parce qu'il a cassé son Genaker hier soir, donc entre le cap de Bonne-Espérance et le cap des Aiguilles, donc autant vous dire au pire endroit, surtout quand il y a de la mer un petit peu déchaîné parce que les vagues sont un petit peu dans tous les sens, encore une fois, dans cette zone de conflit entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Donc, ce qui fait que les vagues, il y a un peu des courants dans un sens comme dans l'autre. Parce que les courants de l'Indien et les courants de l'Atlantique un petit peu font comme ça, on va dire. Donc ça fait des vagues très hautes et surtout très cassantes. Ça fait comme des petites dunes, voilà, des petites dunes pentues. Pour ceux qui regardent un petit peu le Dakar. Et donc du côté d'Eric Bellion, eh bien, il a fallu réparer son petit Genaker. Enfin, il fallait qu'il répare assez vite son petit Genaker, sauf qu'il était dans des conditions de vent et des conditions de navigation difficiles, donc pas évident pour le Français qui prenait ça enfin avec le sourire, une sorte de rire jaune, voilà, comme on pourrait dire. C'est-à-dire tu sentais que ça le faisait chier, mais bon, qu'il essayait de le prendre à la rigolade avec un nouveau problème technique. On termine avec Louis Burton. Alors Louis Burton donc, qui remonte vers Cape Town. Je pense que l'idée c'est d'aller vers Cape Town, donc dans de la mer très dure, hein. Ça tapait beaucoup sur son bateau parce que lui il est voilà, pas du tout dans le sens du vent et pas du tout dans le sens de la mer, donc forcément ça tape énormément dans ce genre de situation. Et du côté de Louis Burton, donc grosso modo en fait il a eu un deuxième problème, ça on en parlait hier, donc un problème sur son gréement. Ce qui faisait une deuxième fragilité structurelle sur son bateau. Il faut savoir que donc vous avez la structure, elle est faite de plusieurs manières. Vous avez la coque qui crée la structure du bateau et le mât également, et notamment avec ces gros câbles qui vont vers le haut du mât, qui servent également à la structure du bateau. Et là, le problème de Louis Burton, c'est qu'avec ce souci mécanique au niveau du mât, enfin au niveau du gréement, eh bien, ça crée un deuxième déficit structurel. En gros, le bateau n'était pas plus endommagé que ça, on va dire dans l'idée, c'est-à-dire que le bateau peut continuer à avancer, mais le souci, c'est qu'il y a un risque que le bateau se casse en deux, que le bateau se casse car la structure n'est plus sécurisée. Et il a agi en marin responsable, parce qu'il l'a dit en vidéo, hein, qu'il ne voulait pas faire prendre de risques à ses autres concurrents qui peuvent l'aider en cas de problème, ou à, je sais pas, un bateau de la marine française, un bateau de la marine chilienne ou de la marine australienne, qui sont souvent utilisés en cas de problème pour les différents concurrents dans les mers du Sud. Et il disait que ces personnes-là avaient autre chose à faire que d'aller chercher un concurrent qui savait que son bateau ne tiendrait pas le tour du monde, et il le sait parce qu'il a fait déjà 2 fois ce Vendée Globe, donc il a préféré arrêter parce qu'il disait que c'était trop dangereux. Et voilà, il n'y avait pas de solution de réparation de toute manière, et que la structure du bateau n'était plus sécurisée, n'était plus voilà, entièrement consolidée. Alors on n'a pas su, il n'a pas indiqué si c'était un problème lié au final à son premier souci, à cette première grosse fissure qu'il y avait eu sur le bateau, ou si c'est 2 problèmes indépendants l'un de l'autre, mais peut-être que lui ne le sait pas non plus. Mais c'est sûr que ce Vendée Globe est frustrant pour Louis Burton parce qu'il faisait partie des favoris de la course, et que depuis cette première fissure, on savait que sa course était un petit peu en sursis, on va dire. Il a réussi à réparer, ça lui a pris beaucoup de temps, et bon, malgré tout il ne peut pas aller au bout, donc c'est extrêmement frustrant pour Louis Burton. Mais la raison, la passion ou la raison, comme disait Arthur dans le jeu des boîtes, il a choisi la raison, et la raison c'était de revenir au port pour réparer
son bateau du mieux possible pour pouvoir ensuite revenir du côté de la France. Donc son équipe technique, je pense, va aller du côté de Cap Town. Alors il ne va pas arriver tout de suite du côté de Cap Town, déjà parce que c'est compliqué. Il va falloir repasser le cap de Bonne-Espérance dans l'autre sens. Mais voilà, ça va pas être évident parce que souvent en fait on passe à Cap Town. Pourquoi? Parce qu'il y a un port qui est tranquille et qui est habitué à accueillir des IMOCA. Il faut savoir que tous les ports ne peuvent pas accueillir des IMOCA, déjà parce que le problème des IMOCA c'est qu'avec la quille ils ont un tirant d'eau de 4,50 m, c'est-à-dire un tirant d'eau, c'est-à-dire que parfois il faut qu'il y ait un peu de profondeur au niveau de l'entrée du port, ce qui n'est pas facile dans tous les endroits, et il faut être en capacité d'accueillir des bateaux de 18 mètres avec des mâts qui font quasiment 30 mètres, donc c'est pas toujours évident non plus de ce côté-là. Bon, on garde le classement, désormais on repasse sur Charlie Dalin. Moi, il m'impressionne vraiment, Charlie Dalin. Tu sens que le bonhomme est fatigué. Moi, je l'ai vu en vidéo hier. Tu sens que là, physiquement, c'est dur pour Charlie Dalin parce que c'est vrai que c'est éprouvant. Il dort quasiment pas parce qu'il est obligé de cravacher. Son idée, c'est de récupérer la deuxième partie de la dépression, on va dire, le plus tard possible. Et maintenant, en plus, il va avoir un problème, comme vous le voyez. C'est cette zone des glaces qui a été légèrement remontée, la zone des glaces. Alors, j'ai pas eu l'information de combien de milles on l'a remontée. Bon, elle a été remontée légèrement, cette zone des glaces. Et donc Charlie Dalin va devoir composer avec, ce qui va pas être l'idéal. Et forcément, il va falloir faire de la navigation au près parce qu'à un moment, il va falloir remonter nord-est. Et ça, c'est loin d'être idéal, surtout quand vous avez du vent pareil. Donc, il va falloir faire peut-être dans les heures à venir le dos rond parce que s'il faut qu'il remonte nord-est dans ce vent-là, qui est quand même à 30 nœuds, ça va être loin d'être évident pour Charlie Dalin. Ouais, là faut voir comment va être la situation. Il faudrait que ça arrive le plus tard possible, mais parce que ensuite le vent sera un peu moins fort et surtout ça sera plus facile de le faire, mais ça va pas être évident pour Charlie Dalin dans cette voie-là. Et c'est peut-être là où il va perdre un petit peu d'avance, ou là où il peut endommager son bateau, parce que là il tire sur la machine pour aller dans ces conditions-là à 560 000 de moyenne en 24 heures, c'est-à-dire qu'il met quand même quasiment encore 50 000 dans la tête de Sébastien Simon, voire un petit peu plus. Ouais, plus de 100 000 dans la tête de Sébastien Simon. Je peux vous dire qu'il cravache à mort pour atteindre ces vitesses-là, et ça veut dire que ça tape dans le bateau, mais aussi on tire sur les voiles, on tire sur le mât, et on tire sur la structure du bateau, donc il va falloir faire attention du côté de Charlie Dalin, que cette voie sud plus risqué ne soit pas un problème pour la suite de la course, que ça endommage pas une pièce ou un foil ou un élément du bateau dans les heures à venir, mais ça on ne le saura peut-être que samedi ou dimanche, en sachant que pour savoir véritablement si cette route a fonctionné et si à la fin il se retrouve avec beaucoup d'avance, je pense qu'il faudra attendre dimanche pour savoir les écarts. Je pense seront à peu près bons dimanche. Voilà, là il y a un décalage en plus de hauteur, mais il y a aussi un décalage stratégique. Je pense que la fin de ce décalage stratégique, ça sera dimanche dans l'après-midi. Donc je pense que dans la vidéo de lundi, je devrais vous dire à peu près si l'option a été payante ou si l'option n'a pas été payante. Pour le moment, elle est payante, mais il faudra voir quand même sur la longueur si elle est payante pour Charlie Dalin à la fin. Et vous voyez, les conditions se sont énormément rafraîchies pour Charlie Dalin parce qu'il fait 7 degrés dans l'air. Donc voilà, c'est des conditions extrêmement fraîches. Même s'ils sont sur des bateaux fermés, donc maintenant c'est des bateaux qui sont quand même un peu plus chauds. Voilà, il doit faire 13-14 degrés dans le bateau, quoi. S'il y a un peu de soleil, donc c'est pas exceptionnel. Même si pour un Antoine Cornic, dans ces conditions-là, lui il fait 7 degrés également dans le bateau, et avec l'humidité en plus. Donc c'est l'avantage des bateaux fermés. Du côté de Charlie Dalin. Sébastien Simon, lui il a encore perdu un petit peu de temps, on va voir même sur les 24 dernières heures. Tiens, toujours avec notre frise. Hop hop hop. Voilà, hier 11h et on était ici, donc on passait au-dessus des Kerguelen, hop, et ensuite vous voyez qu'il a continué à accélérer parce que Sébastien Simon lui s'est retrouvé un petit peu dans la molle, il a fallu rechercher du vent. Et donc ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Et là même sur les 4 dernières heures, vous voyez que l'écart s'est encore agrandi. Car en 4 heures, il a fait 90 000 en 4 heures contre 86. 4 pour Sébastien Simon qui va quand même très vite aussi. Il faut le dire, avec 437 000 de parcouru en 24 heures. Mais lui, il commence à se faire vraiment rattraper par la dépression. Et ça avance quand même dans ces conditions-là qui sont loin d'être
facile pour Sébastien Simon. Et chapeau aussi pour lui, parce qu'il faut être culotté d'aller dans cette voie sud. On va voir maintenant si ça va tenir. Ça fait 2 fois en plus qu'il a une stratégie décalée. Parce que je rappelle que dans la zone de molle, avant le poteau noir, il avait pris la voie centrale quand tous les autres étaient partis à l'ouest. Ce qui était déjà une différence stratégique. Et là, c'est la 2e fois qu'il a une différence stratégique. Johan Richomme, lui aussi, il n'est pas dans des conditions faciles. Beaucoup de mer pour Johan Richomme, hein. 7 mètres de mer. 7 mètres de mer dans l'Indien, c'est vraiment quasiment ce qu'il peut y avoir de pire. Parce qu'encore une fois, la mer est très dure. Du côté de Johan Richomme, donc sur cette voie un peu plus nord, en fait, le problème, c'est comme il y a cette zone de molle qui est derrière, eh bien, il est obligé d'aller quand même proche de la dépression, d'aller plus proche du centre de la dépression qu'il ne le voudrait, Johan Richomme. Donc, il se retrouve dans pas mal de mer. Alors, il disait que c'était très compliqué, Johan Richomme, parce que le vent, déjà, c'est Sébastien Simon qui disait ça, mais comme l'air est plus frais, l'air est plus dense. Comme l'air est plus dense, l'air fonctionne mieux dans les voiles, mais c'est-à-dire que quand vous prenez 15 nœuds d'un coup, une risée de 15 nœuds, là, vous la sentez vraiment beaucoup plus que quand vous êtes dans les mers chaudes, où là, le vent va être moins dense. C'est comme en Formule 1. C'est le problème de l'air sale en Formule 1. L'air sale en Formule 1, c'est aussi les perturbations de la voiture de devant, mais c'est aussi dû au pot d'échappement. Le pot d'échappement réchauffe, on va dire, l'air ambiant en Formule 1, et comme l'air ambiant est réchauffé, l'air est moins dense, ça appuie donc beaucoup moins sur les ailerons. C'est le problème que vous avez en MotoGP aussi quand 2 motos se suivent. Voilà, l'air est plus ou moins dense avec la température. C'est une question d'oxygène, les molécules d'oxygène. Enfin, voilà. J'étais très nul en physique chimie, donc je ne vous en dirai pas plus, mais c'est une question d'oxygène, de la densité de l'air. Avec la température. Donc du côté de Johan Richomme, il perd toujours un petit peu de temps, hein, parce que 451 000, comme Charlie Dalin va extrêmement vite, c'est sûr que c'est dur de suivre la cadence. Hier à 11h, voilà, midi, vous aviez 432 000. Bon, voilà, il s'est retapé encore 100 000 dans la tête, hein, quasiment, Johan Richomme, mais il arrive à augmenter un petit peu son avance, j'ai l'impression. Il est 80 000 sur Thomas Ruyant. Ouais, légèrement, ouais, non, à peine, ouais. Il a à peine augmenté son avance par rapport à Thomas Ruyant, mais ils ont dû augmenter un petit peu leur avance par rapport à Jérémy Bayou et Nicolas Luven, qui eux se sont empêtrés dans cette zone de molle. Donc du côté de Johan Richomme et de Thomas Ruyant montrait également un petit peu les conditions à l'intérieur des bateaux. Il y a eu beaucoup de vidéos, même aujourd'hui, malgré les conditions difficiles, il y a eu pas mal de vidéos dans la matinée. Je vous invite à aller voir ça sur le site du Vendée Globe pour voir un petit peu les conditions de vie sur certains bateaux, et vous voyez que Johan Richomme, il y a de l'eau qui passe au-dessus sur le pont du bateau, et c'est un peu pareil pour Thomas Ruyant. C'est assez musclé dans ces conditions. Là, Jérémy Bayou, Nicolas Luven, les deux sont ensemble, les deux sont un peu dans la même situation. Vous voyez, 391 000, eh bien, c'est 60 000 de moins que Johan Richomme, c'est une trentaine de mille, quarantaine de mille de moins que Thomas Ruyant. C'est très compliqué pour Jérémy Bayou, qui était assez énervé de sa situation, parce que le disait, le problème c'est qu'on n'a pas de vent, on est dans de la molle, sauf que la mer est très dure, la mer est très haute, ça veut dire que le bateau a beaucoup de mal à avancer. Donc il disait, ses moyennes ne sont pas exceptionnelles parce qu'il a du mal à aller vite, mais tout simplement parce qu'il est dans une mer défoncée avec pas de vent, et c'est le pire. C'est plus facile en fait d'être dans de la mer défoncée avec du vent que dans de la mer défoncée sans vent. Et là c'est très très compliqué pour Jérémy Bayou, qui doit remettre de temps en temps de la toile, sauf que après il y a une risée de vent très forte, donc il faut qu'il renlève de la toile, donc il est obligé de faire aussi des changements de voile assez importants. Et c'est pareil pour Nicolas Luven, ils sont dans la même situation, à peu près sur les mêmes... même Nicolas Luven va moins vite encore, mais vous voyez que sur les 4 dernières heures, ça va moins vite que Thomas Ruyant, ça va moins vite que Johan Richomme, parce qu'ils sont dans de la mer très dure, et en même temps peu de vent. Et Johan Richomme, il a aussi du mal à avancer là depuis 4-5 heures, tout simplement parce qu'il est dans des creux de 7 mètres. Donc dans des creux de 7 mètres, le bateau il fait... Là, il fait montagne russe. C'est dur d'avoir une vitesse constante, et donc forcément tu es obligé aussi un petit peu de calmer le jeu du côté de Johan Richomme, donc c'est loin d'être évident. Et c'est pareil pour pour Nicolas Luven et Jérémy Bayou. Sam Goodchild, eux ils se sont pris un peu de molle pendant la nuit, donc les moyennes là aussi sont pas exceptionnelles, ça a été très compliqué pour Paul Meillat.
On va voir même Paul Meillat, hop, 8e devant Bestaven, mais vous voyez, eux, ils sont vraiment tombés hier sur la sortie de la dépression et cette fameuse zone de transition. Et eux, ils se sont vraiment tapés peu de vent et une trajectoire où ils ont dû descendre sud. Donc pas évidente, donc pour contourner cette zone de molle et attendre que la prochaine dépression arrive, ce qui va être le cas dans une dizaine d'heures. Dans une dizaine d'heures, le vent va repartir. Et ils vont peut-être réussir à remonter sur certains des concurrents de devant, mais c'est pas si sûr que ça. Et ils ont perdu un petit peu d'avance par rapport aux concurrents de derrière. Pourquoi ils ont perdu un petit peu d'avance par rapport aux concurrents de derrière? Parce que les concurrents de derrière, ils ont du vent. Et notamment Boris Herrmann, qui montre enfin ce que son bateau sait faire. Malaysia Sea Explorer, fait pour les mers du Sud. Eh bien, ça commence à se voir maintenant. 483 000 de parcouru, mais 1500 quasiment de retard sur la tête de course. Donc est-ce qu'il ne commence pas à déclencher un petit peu tard? Mais on va voir désormais comment ça va se passer pour Boris Herrmann, parce que lui, son objectif, c'est d'aller très très vite et de remonter le temps. Désormais, Clarisse Kramer également, avec l'ancien Apidia, ça marche vite. Aussi 458 000 de parcouru, dont 78,6 sur les 4 dernières heures, donc sur des moyennes assez proches de Boris Herrmann. Justine Métro, elle va un petit peu moins vite, mais tout simplement parce qu'elle doit passer autour de ces îles-là, les îles des Crozets, avec ces multiples îles, donc elle est obligée de faire attention, et donc elle se retrouve aussi avec parfois un petit peu moins de vent et surtout une trajectoire qui n'est pas toujours simple à faire. Et elle vient de faire une manœuvre, même il y a quelques instants, Justine Métro, qui a essayé de communiquer avec les personnes qui sont présentes sur ces îles, mais elle n'a pas réussi à rentrer en contact avec eux. Donc voilà, Justine Métro, toujours de 10e, 448 000. En fait, la grande perdante pour le moment de cette situation-là, dans ce deuxième peloton, eh bien c'est Samantha Davis. Pourquoi? Parce que Samantha Davis, elle est bien plus nord et elle aurait dû descendre un petit peu avant. Parce que vous voyez qu'elle va moins vite que Clarisse Kramer, que Boris Herrmann et que Justine Métro. Même par rapport à Boris Herrmann, l'écart est important. Il y a quasiment 60 000 d'écart sur les 24 dernières heures. Alors là, elle retrouve de la vitesse, parce que la dépression peut-être lui arrive un petit peu avant, mais ça sera peut-être plus dur de la tenir, cette dépression-là, cette zone de vent qui va avancer. Donc c'est pas forcément évident. Et puis surtout du côté de Samantha Davis, eh bien elle commence à voir Benjamin Dutreux revenir sur elle, et également Romain Attanasio qui vont également très vite, ces deux concurrents-là. Vous voyez Benjamin Dutreux, 463 000 et quasiment 464 parcourus et 83,3. Il fait partie des 5 bateaux qui vont le plus vite. Et Romain Attanasio, ça va vite également avec son Fortinet Best Western, 440 000 de parcouru. Du côté de Pip Air, on a résolu les problèmes, mais on se retrouve dans une zone de transition depuis hier pour Pip Air. Hop là, voilà, zone de transition avec un petit peu moins de vent. Là voilà, elle s'est fait manger par la dépression un petit peu avant les autres et elle n'a pas réussi à super bien sortir de cette zone de transition. Et même Damien Seguin est revenu sur elle. Damien Seguin qui a quasiment pas dormi. Alors vous allez voir la tête de Boris Herrmann, Damien Seguin. Vous avez la tête de Jérémy Bayou aussi, la tête de Charlie Dalin. Je peux vous dire qu'ils sont en gros manque de sommeil. Damien Seguin, il a dit qu'il a dormi 30 minutes. Voilà, la dernière journée, il n'arrive pas à dormir parce qu'il dit la mer est défoncée. Donc ça tape dans tous les sens, donc il n'arrive pas du tout à dormir. Et c'est vrai que tu vois beaucoup de concurrents qui ont les traits marqués et c'est significatif de beaucoup de fatigue. Et ça veut dire moins de lucidité, ça veut dire potentiellement des erreurs. Et là en ce moment, si vous faites des erreurs, ça veut dire potentiellement casse du bateau aussi. Donc c'est important de le signaler, c'est important de se reposer. C'est vrai que je trouve un Johan Richaume. Je trouve notamment Thomas Ruyant aussi, avec des têtes un petit peu plus fraîches que Charlie Dalin, notamment, en tête de la course. On poursuit maintenant avec Tanguy Le Turquet. Toujours devant Jeannot Le Cam, désormais Tanguy Le Turquet, 18e, et qui cravache quand même, avec des vitesses moins rapides que Jean Le Cam, mais Jean Le Cam va très vite depuis 4 heures. Jean Le Cam qui avait décidé de partir plein nord, on va dire, sur une voie plus nord. Pourquoi? L'objectif était d'avoir, certes, un peu moins de vent, mais surtout une mer un petit peu plus calme. Pourquoi une mer plus calme? Parce que comme ça, vous pouvez aller plus vite. Là, il y a 3,2 en houle, à peu près. C'est une moyenne, on va dire, sur la zone. Si on prend la zone de Tanguy Le Turquet, lui, il est sur du 4 mètres, 4 mètres 20 de houle. Il y a quasiment 1 mètre d'écart. Ça veut dire que son bateau en fond de moins, donc c'est un peu plus facile
pour glisser sur les vagues et pour entretenir la vitesse, pour pas avoir de perte de vitesse, de pas avoir de perte d'énergie en fait entre ce qui arrive dans les voiles et ce que le bateau est capable de sortir en vitesse en bas. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et Jean-Luc Ham, je pense, va repasser en tête ce soir par rapport à Tanguy le Turquet qui est sur une voie un petit peu plus proche de front, un petit peu plus complexe. Donc vous voyez Jean-Luc Ham avec Isabelle Yoshke à côté, les deux sont très proches et vous voyez que le bateau de Jean-Luc Ham va aussi vite que le bateau d'Isabelle Yoshke et pourtant Isabelle Yoshke est sur un bateau à foil. Certes, foil de 2007, mais ça veut dire que le bateau de Jean-Luc Ham, il commence à montrer vraiment toute sa puissance et il commence à trouver les bons réglages, mais les deux vont vite. Isabelle Yoshke, c'est la concurrente qui va le plus vite sur les 4 dernières heures, 93 000 de parcouru et 88 000 quasiment parcourus par Jean-Luc Ham. On retrouve ensuite Alan Roura qui a un petit peu calmé le rythme, Alan Roura, qui a montré des images de bord là, il y a 2-3 heures, assez impressionnantes. Il a croisé la route d'un bateau de pêche aussi, il l'a indiqué aux autres concurrents qui étaient à côté de lui, parce que dans ces conditions-là, on a très peu de visibilité, vu qu'il y a beaucoup de mer qui arrivent, notamment sur les zones de veille. Et donc Alan Roura a prévenu tout le monde, parce qu'ils n'étaient pas très visibles sur l'AIS, ces bateaux de pêche donc sud-africains. Donc voilà, la mer, il faut faire attention dans ce genre de situation. Giancarlo Pedote, ça va vite également avec 340 000. Donc Benjamin Ferrand, on en parlait. Guirec Soudé, toujours avec Louis Duc. Les sudistes, côte à côte, avec des vitesses qui ne sont pas exceptionnelles. Pourquoi ? Eh bien, on repart avec la mer, tout simplement parce qu'ils sont dans de la mer à 4,80 m, quasiment, 5 mètres de mer. Donc c'est compliqué d'avancer vite dans ces conditions-là. Alors que ça va un peu mieux pour Antoine Cornic, mais qui est quasiment sur une situation différente. Antoine Cornic au niveau navigation, il est sur un demi-système météo d'écart, on va dire. Et il se retrouve à avoir des belles moyennes, 372 000 de parcours, c'est encore excellent de la part d'Antoine Cornic avec ce bateau. Je pense qu'il ne doit pas être loin des records du bateau même. De ce bateau Human immobilier depuis le début de course, et puis Kojiro Shirashi, 331 000 de parcouru, là aussi c'est pas mal. Et je voudrais souligner Violette d'Orange, qui est dans une situation qui doit être loin d'être évidente, parce que Violette, voilà, elle est dans pas mal de mer aussi, 4,50 m à 5 mètres de mer, et avec du vent très fort, donc ça doit être très compliqué. Là vous voyez à l'instant T, on nous indiquait 29 nœuds de vent, donc ça doit être terrible en ce moment pour Violette d'Orange. Et ouais, ça doit pas être facile pour la jeune concurrente du Vendée Globe. Donc voilà, on espère qu'elle va s'en sortir sans trop de pépins dans les heures à venir, Violette d'Orange. Parce que là, c'est, on va dire, une formation express aux mers du Sud. Et puis on voit Conrad Coleman qui perd un petit peu de vitesse comme Eric Bellion et qui commence aussi à être distancé par les bateaux à dérive de tête, c'est-à-dire Sébastien Marcet, c'est Benjamin Ferré et Giancarlo Pedote avec pas Giancarlo Pedote avec Jean-Luc Ham et Soudé Louis Duc, le Turquet également on va dire à l'avant de la course. Lui est un petit peu plus derrière, et c'est fort ce qu'arrive à faire Sébastien Marcet avec son bateau, parce que c'est un bateau assez ancien quand même. Alors il y a Antoine Cornic, mais lui il a, je crois, le bateau qui est juste un peu plus jeune qu'Antoine Cornic. Et c'est un bateau quand même qui est assez vieux, qui a des pièces qui sont dans leur jus, on va dire, pas mal de pièces d'occasion du côté de Sébastien Marcet. Donc voilà, c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire. Oliver Air aussi, belle vitesse, 342 000 sur les 24 dernières heures. Donc voilà, ça va vite quand même. Et puis derrière, on retrouve Manuel Cousin, Fabrice Amedeo, qui vont pas extrêmement vite, mais qui sont dans une zone de transition, comme King Jun Jinkunchu, mais qui va un petit peu plus vite que ces hommes-là, et qui rattrape un petit peu son retard, avec 290 000 de parcours sur les 4 dernières heures. Et pour Salvo Verres, vous voyez, il est complètement dans de la molle. Donc là encore une journée avec seulement 119 000 de parcouru en 24 heures. Je crois qu'il n'y a que Alan Roura, quand il s'est retrouvé empêtré dans la zone de molle, qui avait fait 104 ou 105 000 en 24 heures sur une des journées. Donc c'est l'une des moins bonnes journées sur le Vendée Globe. C'est pas facile en ce moment pour le Hongrois Salvo Verres, qui est bien empêtré dans de la molle et dans des situations difficiles. On passe aux statistiques sur les 24 dernières heures. Alors au niveau des statistiques de vitesse, pas de modification, j'ai l'impression, dans le top 10. Donc c'est toujours Benjamin Ferré qui a la meilleure vitesse sur 30 minutes.
Et du côté du nombre de 1000 en 24 heures, eh bien Charlie Dalin qui a fait le plus de 1000 assez largement. 560 000 de parcourus en 24 heures. C'est 1040 km de plus que le deuxième dans ce classement, Boris Herrmann. C'est pour vous dire vraiment que ça tartine très fort du côté de Charlie Dalin. Boris Herrmann deuxième avec 483 000, mais qui montre enfin que son bateau est fait pour les mers du Sud et qui montre enfin un petit peu de performance, parce que c'est vrai que tout le monde était un petit peu inquiet de voir Boris Herrmann pas forcément très rapide. Moi je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas un problème technique sur le bateau qui n'avait pas été indiqué par son team, peut-être un problème de foil, un problème, je sais pas, d'une voile manquante, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de l'indiquer à la direction de course quand vous avez un problème technique. Donc non, ce n'était pas le cas pour Boris Herrmann, mais il montre enfin la vraie vitesse de son bateau. Benjamin Dutreux, toujours encore une fois performant avec son bateau Water Family. Je sais plus le nom du sponsor de Benjamin Dutreux, j'ai un trou de mémoire. C'est Guyon Environnement Water Family, voilà, pour dire le nom précisément, donc qui est troisième de ce classement avec 463 000, 3 000 de plus que le quatrième Thomas Ruyant, et Thomas Ruyant qui a fait 2 000 de plus que Clarisse Kremer, qui a quand même 100 000 de retard par rapport à Charlie Dalin, c'est-à-dire quasiment 200 km de moins parcouru dans la journée. On retrouve ensuite Johan Richomme, eh bien Johan Richomme qui est 6ème de ce classement avec 451 000 devant Justine Métro, Romain Attanasio qui est 8ème, devant Sébastien Simon et Samantha Davis. Et donc entre Sébastien Simon et Charlie Dalin, il y a 230 km en plus parcourus par par Charlie Dalin par rapport à Sébastien Simon. On va y arriver. Au niveau de l'écart avec le record de la course, eh bien pour le moment, il y a toujours 418 000 de retard. 418 000 voilà, nautiques de retard pour Charlie Dalin par rapport au record d'Armel Lecléache. L'écart s'est un petit peu réduit quand même entre les deux concurrents, mais on verra si ça ne va pas se réagrandir dans les heures à venir avec la fin de ce front qu'il va falloir bien traverser pour Charlie Dalin. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve ce soir pour le biathlon avec le débrief du sprint homme. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.